2 ou 3 mots sur la banque alimentaire de Toulouse et sa région. Donc, c'est une structure bien évidemment associative. C'est une des 79 banques alimentaires de France. C'est une grande banque alimentaire qui agit énormément puisqu'elle aide chaque semaine entre 20 et 22 000 personnes via 100 associations partenaires. Donc, ça fait un volume en fait de à peu près 3 800 tonnes par an. La banque alimentaire qui fonctionne avec entre 80, on va dire, bénévoles très très réguliers et 2000 bénévoles pour les grandes collectes de novembre, à peu près 45 salariés, dont, et c'est très important parce que c'est aussi la mission de la banque alimentaire qui est de restaurer l'homme, 30 personnes qui sont en CDDI, soit en contrat d'insertion. À la tête de cette banque alimentaire, nous avons donc en matière de direction Aurélie Racine, ici présente, et qui va donc animer cette causerie avec Médéric Sausset. Aurélie a donc un parcours professionnel intense avant d'intégrer la banque alimentaire il y a 1 an et demi. Elle a notamment œuvré dans la grande distribution, ce qui lui a permis de connaître vraiment les mécanismes de fonctionnement d'un entrepôt logistique. Voilà, bonsoir à tous. Merci Isabelle pour cette présentation. Effectivement, dans la formation philosophique, il y a un auteur que j'apprécie particulièrement, Aristote, qui s'y connaissait en leadership, puisqu'il a formé une personne qui s'appelle Alexandre le Grand, par exemple. Et en fait, dans l'enseignement d'Aristote, parmi les compétences du leader, de l'homme d'action, il y a la générosité. Et j'ai trouvé intéressant, du coup, de pouvoir essayer de présenter un peu cette idée que la générosité était comment dirais-je, une vertu qui permettait de développer un leadership inspirant avec la banque alimentaire. Et Aurélie, la question que je vous pose directement, c'est finalement, est-ce que vous auriez un exemple exemplaire d'une stratégie qui serait fondée justement sur la générosité? Alors, bonsoir à tous. Pour directement répondre à la question, nous, à la Banque alimentaire, effectivement, on a un brassage de personnes qui vient déjà aider pour des raisons personnelles, hein, aider d'un point de vue bénévole, c'est donner de son temps et c'est de par cet engagement déjà une générosité, puisque c'est du don de soi et du don de temps. Et l'exemple, nous, le plus marquant aujourd'hui qu'on vit dans notre quotidien, c'est aussi le travail qui est réalisé par les salariés qui sont en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc, ils sont là pour une période donnée et courte dans le temps, puisque le contrat maximum, c'est 2 ans, et qui vont aussi donner d'eux-mêmes pour faire tourner la banque alimentaire et donc répondre à la mission d'intérêt général qu'elle porte, mais qui vont aussi construire leur projet professionnel, puisque ce sont des personnes qui sont éloignées d'un emploi durable temporairement et qui vont, via cet engagement, donner du temps et construire leur projet. Et nous, en tant qu'accompagnants, on n'a pas exactement le même regard sur le temps de travail, sur ce qu'on peut considérer d'être de la productivité ou de la production, puisqu'on va avoir du temps dédié pour travailler un peu différemment ce temps à la banque alimentaire. Ça, c'est vraiment intéressant, vous voyez, par rapport à la générosité. Ce qui se fait à la banque alimentaire, c'est génial parce que lorsqu'on observe le monde de l'entreprise, lorsqu'un leader cherche à remercier quelqu'un en faisant preuve de générosité, eh bien, en fait, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des choses qui nous semblent importantes pour nous, selon notre propre perspective. Si on considère l'argent comme étant quelque chose d'important, on va pouvoir apporter de l'argent.
Au contraire, dans la banque alimentaire, si je comprends bien ce que vous faites, c'est que dans ces DDI, vous donnez aux gens ce dont ils ont besoin pour accomplir leur projet. Fonction de ce dont ils ont besoin, pas de ce que vous pensez qu'ils ont besoin. Et ça, c'est une clé de la générosité. C'est-à-dire que la générosité, finalement, elle ne consiste pas à donner simplement. Elle ne consiste pas simplement à donner du temps, à donner de l'argent, à donner des moyens financiers, des moyens, des voitures, des porte-clés. En fait, il s'agit en fait de savoir ce dont la personne a réellement besoin. Parce que donner de l'argent à une personne qui n'en a pas besoin ou qui n'en veut pas, ce n'est pas être généreux. Il y a une disproportion entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Il y a sur un autre sujet, un ouvrage de Gary Chapman qui s'appelle Les langages de l'amour. Alors, on est très très loin du leadership dans le monde de l'entreprise. C'est un homme qui est conseiller conjugal. Et en fait, il développe les 5 langages de l'amour et qui explique que, en fait, quand on veut remercier quelqu'un, quand on veut le féliciter, etc., eh bien, on va parfois lui offrir un cadeau. Mais si j'offre un cadeau à Aurélie, par exemple, si ça se trouve, en fait, ce ne sera pas du tout son langage affectif. Peut-être qu'elle, au contraire, ce qui est important, c'est l'écoute. C'est qu'on passe un temps tous les deux et que je l'écoute sur ses problématiques, sur ce qu'elle vit, etc. Au contraire, je pourrais lui donner un temps d'écoute, alors qu'en fait, ce qu'elle voudrait, c'est un magnifique cadeau. Et en réalité, on offre beaucoup des choses selon notre propre mode. Et dans la générosité, justement, qu'est-ce que cela requiert? Eh bien, ça requiert une écoute active de la part du leader à l'égard des personnes dont il a la responsabilité. Posez-vous simplement la question, dans votre expérience propre. Quand vous cherchez à aider quelqu'un, est-ce que, ou simplement vous enquérir de ce dont il a besoin, quand vous lui demandez si ça va, est-ce que vous faites vraiment attention à la réponse qu'il va vous apporter? La question « ça va » est un peu exemplaire. C'est une question tellement banale qu'on n'attend même pas forcément de réponse. Alors que, en réalité, elle peut être un lieu, cette question « ça va », pour discerner ce dont la personne a vraiment besoin. Parfois, être généreux avec quelqu'un, c'est dire « va prendre un café » ou « tiens, viens, on va prendre un café ». La générosité peut être des choses très simples comme celle-ci, ou au contraire, porter sur de grandes choses. Et ça, c'est un point important, c'est que la générosité, ça va avec la justice, mais ça va plus loin que la justice. Si par exemple, ce soir, si nous n'étions pas venus, si nous ne nous étions pas connectés pour faire cette causerie, eh bien, nous n'aurions pas été justes. Nous aurions manqué à la justice, parce que nous nous sommes engagés, et vous vous êtes engagés à venir ce soir, pour qu'on puisse vivre cette causerie ensemble. Mais la générosité, elle va plus loin. Elle va venir s'appuyer sur ce qui va au-delà de la justice, où on cherche à aider la personne par rapport à son bien propre, et pas par rapport à ce que nous, on projette sur les gens qui nous entourent. Et ce qui est intéressant, je trouve, à la banque alimentaire, et ça, que ce soit Isabelle ou Aurélie, vous l'avez bien montré, c'est que c'est vraiment une action collective. C'est que la générosité, elle est d'autant plus efficace que c'est une générosité qui est partagée. C'est-à-dire que le leader, donnant de son temps, donnant de ses compétences, eh bien, va permettre en acte de montrer aux personnes qui l'accompagnent qu'on peut justement aider à chaque fois les gens dont on a la responsabilité. Et typiquement, dans les CDDI, on voit on vous accompagne les gens, mais que par ailleurs, ils vous présentent leurs propres, ils vous font profiter de leurs propres compétences. Et sous ce rapport, on voit que la générosité, ça peut être justement l'occasion d'inspirer les gens à tisser des liens. Alors, pour me répondre,
en disant, peut-être en mettant en exergue un exemple d'une personne qui a pu permettre justement d'offrir ses compétences à l'ensemble de la banque alimentaire, alors même que c'était la banque alimentaire qui était à son service. Et finalement, d'ailleurs ça, quelles sont les compétences attendues des managers? Alors, un CDDI, c'est une personne qui va être éloignée d'un emploi durable pour mille et une raisons. Ça peut être suite à un burn-out, ça peut être parce que c'est une personne qui a plus de logement, ça peut être une personne qui parle pas notre langue, ça peut être des personnes qui sortent de prison ou qui sont issues de la prostitution, peu importe. C'est inconditionnel, il n'y a pas de catégorie ni d'âge, ni de sexe, ni de classe de population. C'est des personnes qui sont loin de l'emploi durable. Et la mission d'un chantier d'insertion, c'est de travailler avec la personne qui se présente en CDDI sur déjà son engagement et sur sa motivation à repartir dans un emploi durable. C'est ce qu'on évalue en fait. On n'évaluera pas du tout on ne va pas recruter sur des compétences liées à la logistique par exemple ou liées à nos métiers qui sont chauffeurs ou préparateurs de commandes, agents de saisie. On va recruter une personne sur l'engagement en fait qu'elle nous donne, mais surtout qu'elle se donne pour retourner dans l'emploi durable. Et nous, notre mission avec les encadrants techniques, avec nos chargés d'insertion professionnelle et globalement avec la structure banque alimentaire, c'est de travailler d'un côté le projet professionnel et de l'autre côté les freins à l'emploi. Donc, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui a un projet professionnel de développeur informatique et qui va d'abord faire des stages en développement informatique dans d'autres structures pour valider que le projet professionnel, c'est le bon. Et ensuite, on va travailler les freins à l'emploi. Les freins à l'emploi, ça peut être un problème de formation, mais ça peut être aussi du comportement. J'arrive en retard tous les jours. Je ne préviens pas quand je suis absent. Voilà. Ou je n'ai pas de logement. Et on va travailler en équipe avec différents intervenants, qu'ils soient salariés ou bénévoles, d'arriver à accompagner le salarié à son objectif. Mais j'insiste sur l'objectif, c'est l'objectif d'un individu pour sa vie professionnelle et personnelle. En aucun cas, ce sont nos projections ou nos souhaits ou ce qu'on croit bon pour cette personne. On n'est vraiment pas dans ces fonctions-là. Et après, on va mettre tout un tas de stratégies en place avec chacun pour un accompagnement individuel et personnel. Donc, certains vont devenir préparateurs de commandes ou caristes ou chauffeurs, et d'autres, inversement, vont devenir développeurs informatiques, jardiniers, agents d'entretien, peu importe. Voilà. Donc ça manifeste vraiment, merci Aurélie, ça manifeste vraiment ce que je voulais dire tout à l'heure, en plus incarné. C'est-à-dire que, en fait, la générosité pourrait se définir comme suit, à savoir que c'est l'acte par lequel nous donnons à une personne les moyens proportionnés pour qu'il puisse atteindre son projet personnel, pour qu'il puisse réaliser son projet personnel. Donc, c'est l'acte par lequel on donne les moyens à une personne pour lui apporter les moyens dont il a besoin pour accomplir son projet personnel. Et ça, c'est une clé véritablement du leadership, parce que, comme l'a montré un auteur qui s'appelle Dan Pink, P-I-N-K, vous pouvez regarder un TED sur Internet qui est très, très inspirant à ce sujet. Les gens qui travaillent, les salariés, ont ce désir de
de participer à quelque chose de grand, mais ils ont aussi le désir d'être reconnus dans leurs propres inclinations. Plus récemment, c'est un ouvrage qui s'appelle Merci, non merci. Alors, c'est un ouvrage de nature, d'origine féministe, qui en fait cherche à rendre compte de la place de la femme dans le monde du travail, et le fait de dire, ben voilà, comment ça se fait que des femmes au grand talent quittent les grands groupes. Et souvent, ce qui revient dans cet ouvrage, c'est le fait que certaines personnes, que ces personnes ne sont pas considérées dans leurs appétences personnelles, dans leurs projets personnels. Ça peut être lié à la vie de famille, mais ça peut être lié à des développements associatifs, à vouloir mener des projets personnels, etc. Et la générosité, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle a pour finalité d'aider la personne par rapport à un projet qui lui est personnel, mais si dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de l'association, dans le cadre de l'organisme à but non lucratif, etc., les managers et les leaders prennent en considération les projets personnels des uns et des autres, prenez en considération les projets personnels des uns et des autres, alors ils seront plus engagés dans leur entreprise. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'ils seront considérés tels qu'ils sont. Et si vous êtes considérés tels que vous êtes, eh bien, dans ces cas-là, vous accomplissez, vous restez là où vous êtes. Vous êtes dans un lieu propre où vous pouvez vous développer et développer toutes vos compétences. Mais ça requiert de la part des managers et des leaders qu'ils conservent l'espoir pour les gens, contre toute espérance. Aurélie, vous avez fait référence à différentes personnes qui venaient de différents milieux. Est-ce que ce serait une erreur de dire qu'ils ne sont pas toujours emplis d'espérance lorsqu'ils arrivent? Ben, c'est vrai, s'ils arrivent donc sur le chantier d'insertion, et on a aussi le cas sur des bénévoles qui sont très impliqués et qui vont venir donner d'eux-mêmes, mais surtout se confronter à une autre manière de faire ou une nouvelle réalité, c'est effectivement qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller sur un emploi durable ou sur un emploi même à leur niveau, puisqu'on a aussi des personnes qui sont extrêmement qualifiées et qui ne sont pas sur un emploi qui est en adéquation avec leur diplôme. Et, nous, effectivement, on va agir en miroir quand les encadrants ou nos chargés d'insertion professionnelle ou moi-même, on leur affirme qu'on croit en eux, c'est qu'on a une croyance en leurs talents, qui sont leurs talents propres et pas effectivement des compétences métiers. On parle bien de talents, qu'on va croire en leur intelligence propre, en leurs moyens, en leur motivation, et que si eux n'y croient pas pour le moment ou sont en mal de croyance, eh bien on agit en miroir. On va croire pour eux le temps de les ramener à une vision certainement aussi plus réelle d'eux-mêmes, puisque y a le postulat de départ, c'est que personne n'est inemployable. Donc, on va croire en leur employabilité, en tout cas, dès le début. Et après, l'histoire s'écrit avec eux, l'histoire se crée. Et juste un petit clin d'œil, c'est que on parle de notre générosité, mais ils le sont au centuple pour nous et pour la structure, puisque quand il faut rester pour aider une association, ils restent. Quand on a mélangé les fiches de préparation et qu'il faut repréparer des commandes, ils le font. Et ils sont extrêmement généreux avec nous et extrêmement bienveillants aussi. Et quand ils réussissent,
et ils réussissent tous à leur manière. C'est aussi un cadeau qu'ils nous font, qui n'a pas de prix. Donc, voilà, c'est pas une générosité que dans un sens, c'est vraiment partagé. Ça, c'est assez extraordinaire parce que on touche ici plus simplement à une générosité qui est simple. Si je devais reprendre un peu tous les éléments qu'on a présentés ici pour en faire une petite synthèse en quelques minutes, je dirais la chose suivante, pour reprendre justement cette notion de complémentarité et de mutuelle bienveillance dont tu parles, Aurélie. Il se trouve que définir une relation fondée sur la mutuelle bienveillance, c'est la manière dont Aristote définit l'amitié. Et ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, il a été également dit que les managers croient en eux dès le début. Ça, Aristote, décidément je l'aime beaucoup, parle d'une autre vertu qui s'appelle la magnanimité. Alors qui est imprononçable, on est bien d'accord, mais qui renvoie à la grandeur d'âme. C'est ce qu'on appelle la grandeur d'âme. Et pour résumer, voilà ce que je dirais. Effectivement, la générosité, c'est le fait de donner des moyens proportionnés à une personne pour atteindre un projet. Par extension, on peut parler de générosité pour un groupe, pour une entreprise, pour une association, etc. On voit que fondamentalement, elle est fondée sur une chose, c'est que l'on croit dans les gens avec qui nous sommes. Parce qu'on ne va pas donner, on ne va pas jeter nos perles au cochon, on ne va pas donner des moyens à des personnes dont on est sûr qu'elles n'en feront rien. C'est parce qu'on y croit. François Daniel Mijon parle notamment d'une triple confiance. Il parle d'une confiance rationnelle, d'une confiance raisonnable et d'une confiance offerte. La confiance rationnelle, c'est d'observer que quelqu'un a déjà fait quelque chose et on lui fait confiance pour refaire la même chose. La confiance raisonnable, c'est de dire tu as fait ça et je te fais confiance pour faire autre chose que tu n'as pas encore fait. Mais la confiance offerte, et je trouve que c'est celle qui se manifeste d'une manière excellente, et j'insiste sur le mot excellente dans la banque alimentaire, c'est que c'est une confiance offerte. Qu'est-ce que c'est la confiance offerte selon François-Daniel Mijon? C'est qu'en fait, c'est une confiance qui, c'est pas je te fais confiance pour que tu, mais c'est je te fais confiance pour que nous réussissions. On sort en fait d'une dichotomie, d'une division, d'une séparation, d'une opposition entre deux personnes pour intégrer chacun des projets personnels dans une vision inclusive. Vous voyez, avant cette rencontre de ce soir, nous avons un petit peu discuté avec Aurélie, bien sûr, et notamment une métaphore qu'Aurélie a donnée était celle de l'orchestre, où chacun joue sa partition. Effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est que dans un orchestre, chacun joue sa partition. Et il faut que les instruments laissent la place à cet instrument pour qu'il joue sa partition. S'il ne la jouait pas, elle manquerait à l'orchestre. On apprend ça aussi en chorale, peut-être en avez-vous fait un peu. On n'apprend pas simplement à chanter dans une chorale, mais on apprend également à s'écouter les uns les autres. Eh bien, c'est la même chose dans la générosité. On ne fait pas que faire ou dire ou proposer ou offrir, mais on écoute. Et c'est cette écoute qui nous permet d'avoir un champ qui est proportionné. La générosité en entreprise est semblable. Écouter de manière active pour discerner ce que les gens disent, ce dont les gens ont besoin, pour être capable d'être à leur égard généreux, pour leur offrir ce dont ils ont besoin, pour accomplir le projet qui leur est propre, pour qu'ils puissent jouer leur partition et qui permettent à tout l'orchestre de réussir à jouer la composition musicale. Et cette métaphore que je viens d'employer
elle est très simple à distinguer, à diviser, en manifestant le rôle de l'amitié dans l'entreprise, de ce qu'on appelle des amitiés professionnelles, ce qu'Aristote appelait l'amitié d'utilité. Voilà. On peut rediscuter sur le terme d'amitié d'utilité, mais en tout cas, c'est quelque chose de redondant qui revient régulièrement dans la philosophie, notamment avec Plutarque. Et également de la notion de bien commun et de bien personnel. Comment est-ce qu'on définit le bien commun d'une entreprise? C'est une vraie question, parce que c'est un mot que beaucoup de gens utilisent, il est revenu à la mode ces dernières années, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Certains vont dire que le bien commun, c'est la somme de tous les biens particuliers. Et donc, il exclut, d'une certaine manière, ma liberté s'arrête où celle des autres commence. On est dans une juxtaposition des biens personnels. D'autres vont dire que le bien commun, c'est le bien de l'ensemble et de chacune des parties séparément. Donc, il y a une unicité du bien commun. Qu'en est-il? Quelle est l'entreprise dans laquelle vous voulez vivre? Quel est l'organisme dans lequel vous voulez vivre? Ce que, avec Aurélie, je crois, nous avons voulu montrer ce soir, c'est que essayer de vivre une vie entrepreneuriale, une vie associative, la vie d'un organisme non lucratif, etc., c'était qu'il était d'autant plus inspirant s'il était effectivement fondé sur une générosité qui prend en considération les dispositions des uns et des autres pour leur permettre d'accomplir la finalité, le projet qui leur est propre, et ce faisant, d'avoir d'autant plus envie de s'engager et de s'engager tout simplement dans l'entreprise, etc., dont nous faisons partie. Aurélie, un mot pour la fin. Je crois que la Banque alimentaire a une petite expression, une petite maxime. Alors oui, nous, la Banque alimentaire, c'est aidons l'homme à se restaurer. Et dans tous les sens du terme, avec un grand R. Et voilà, à manger correctement, à manger équilibré, mais aussi à se relever, à avancer. Et voilà, et c'est notre maxime et c'est ce qui nous fait nous lever le matin pour venir travailler aussi. Et on est bien sûr, on est inclus nous-mêmes dans se restaurer, puisque c'est pas nous qui restaurons les autres, mais bien une restauration commune. Voilà. Quelle est la meilleure manière de devenir généreux? Bien, c'est en posant des actes de générosité. Un très très grand merci Aurélie pour avoir bien voulu de participer, Aurélie et Isabelle, pour avoir bien voulu de participer avec Francis CS à organiser avec Médéric cette causerie.